Tib. Ici Azur, 100% Aiglon, Benjamin Pierson, Maxime Baquier. Et si l'OGC Nice accrochait la Ligue des Champions? Mais oui, qui l'eût cru? Le Gym n'a jamais été aussi près du but à seulement 2 matchs de la fin. Et ce grâce à un succès 1-0 face à Reims et un but de Morgan Sanson. Alors sommes-nous sur une autoroute? Ou alors, comme on dit en Issart, méfie? Faites attention. Au menu de 100% Aiglon également, la montée de l'équipe de la D5, donc la réserve en division supérieure. Et puis le 40e anniversaire de la remontée du Gym en D1 face à Grenoble. C'était en 1985. Autour de la table, une équipe mais fantastique. Avec Maxime Baquier pour commencer. Salut Max. Salut Ben, bonsoir à tous. Notre homme à tout faire, notre globe-trotter. Oui, mais je cuisine beaucoup moins bien que Patrice Alberganti. Patrice Alberganti. Salut Patrice. Salut à tous, bonsoir Ben. C'est quoi ta pâtisserie que tu nous fais très bien, que tu nous ramènes d'ici la fin de saison? Tarte au citron, meringue. C'est pas évident la meringue. Ah, il y a du savoir-faire. T'inquiète. Mais tu sais quoi, ils cuisinent bien aussi les Aiglons. Ils nous ont fait un plat vendredi soir. Ah bah tant mieux. Ah oui. Une bonne gnocchi. Impeccable. C'était parfait. C'est mon plat préféré, impeccable. Ça fait 1-0 pour le Gym et en route vers la Champions League, en route aussi vers la D3 pour Michael Bucher. Salut Michael. Salut Ben. Un peu plus près du micro, hop là, voilà, impeccable. Salut Ben, bonjour à tous. Donc Michael Bucher qui a monté cette équipe de la D5 de l'OGC Nice et donc qui s'est imposé 4-2 face à Cimé, si j'ai pas de bêtises, ce week-end, et qui va monter en D3. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis celui qui distribue le jeu comme Javier Pastore, puisqu'il a un suite de Palerme, l'ancien club de Javier Pastore. Salut Patrice Arnaodo. Buonasera Entouille, buonasera lui amiche. Et oui Patrice, tu vas nous raconter l'histoire de la montée en 85 de l'OGC Nice en fin d'émission. Un moment fondateur dans notre histoire, me semble-t-il. Ben, c'est le cas, évidemment. Allez, 100% Aiglon, 04 93 82 03 04. Ici Azur, 100% Aiglon. Bon messieurs, je rappelle, on s'est imposé 1-0 face au Stade de Reims. Qu'est-ce qu'on retient? Le jeu ou plutôt les 3 points, Maxime? Bah non, les 3 points, évidemment. On voit en cette fin de saison C'était une question rhétorique. Oui, ben, j'y réponds très sérieusement. Oui. C'est une émission sérieuse, Benjamin. Non, évidemment que ces matchs-là, il faut absolument les gagner. Et un peu comme face à Angers, on va retenir le résultat, et d'autant plus qu'on voit qu'en cette fin de saison, toutes les équipes ont du mal, physiquement s'attirent, surtout pour ces équipes qui ont joué l'Europe, comme le Gym. Il y a des joueurs qui terminent sur la jante et ça manque un petit peu de jus. Il y a aussi une forme de pression qui s'installe par rapport justement à ces enjeux qui sont assez colossaux et passionnants, parce que ça n'a jamais été aussi serré dans l'histoire du championnat de France, d'avoir cette course à l'Europe aussi étriquée. Donc on voit que tous les points, voire même tous les buts vont compter. Alors, ouais, on n'a pas soigné la différence de but, on n'a pas soigné la note artistique vendredi, mais voilà, il y a cette victoire qui a le mérite d'exister et de replacer le Gym dans ce top 4. Ça veut dire que, a priori, tu as ton destin en main pour rester dans ce top 4 sur ces 2 dernières journées, et c'est vraiment l'essentiel, surtout quand tu vois la journée d'hier, Lyon qui perd, Lille et Marseille qui se neutralisent. Donc il fallait les 3 points, et peu importe la manière. Et un match entre Monaco et Lyon également qui aura lieu la semaine prochaine, où il y aura des plumes qui vont être perdues. Patrice, on a senti, pour faire un pas de côté par rapport au match, que vraiment le public était à fond. Enfin, j'ai trouvé le public formidable, et on sent qu'il y a une mission qui a été, il y a quelque chose de supérieur peut-être à tout ça. Ouais, effectivement, on s'attendait à voir beaucoup plus de monde à l'Allianz Riviera ce week-end pour le match de la réception de Reims, mais au final, les 24 000 qui étaient présents, 25 000 qui étaient présents, ben ils ont fait le taf, hein, parce qu'ils ont vraiment encouragé, vraiment dans toutes les tribunes, ils ont encouragé l'équipe du début jusqu'à la fin. Ils étaient vraiment venus là pour soutenir les Aiglons, pour les amener justement à prendre ces 3 points. Et on sait que le public compte énormément, hein. Quand t'es footballeur, que t'es sur le terrain, t'as besoin d'avoir cet engouement derrière toi, cette force qui te pousse, et franchement, les 25 000 personnes qui étaient là, ils ont vraiment rempli la mission. Et sur le match, globalement, les Aiglons étaient plutôt bons là. Non, mais on va retenir le score. Parce que si tu commences à analyser le contenu, l'animation, tu sentais que l'objectif primeur, c'était de marquer déjà ce premier but. Et après, tu as senti un petit peu en deuxième mi-temps qu'on avait un petit peu la pression du résultat, comme on a depuis un petit moment maintenant, depuis ces derniers temps, on a cette pression du résultat qui est là, et tu le sens, les joueurs ont du mal à se livrer, ils ont peur de prendre ce but, et quand tu as peur de prendre un but, souvent tu déjoues un petit peu. Et en deuxième mi-temps, on était en dessous de notre niveau, mais
encore une fois, l'essentiel est fait. Être toujours dans la course à l'Europe, gagner 2 places sur cette journée, c'était l'objectif. Mickaël, tu rejoins Patrice, il fallait s'arracher, quoi qu'il arrive, chercher ce succès, peu importe la manière. Non, bien sûr, moi je rejoins tout à fait ce que dit Pat, il fallait les 3 points, peu importe la manière. Aujourd'hui, on est un peu, entre parenthèses, opportuniste, on va aller chercher la Ligue des Champions. Ça pourrait être pas mal. Malgré que je pense quand même que l'objectif de début de saison, c'était le top 6 pour Nice. Donc aujourd'hui, on se retrouve à jouer la course pour la Ligue des Champions, donc c'est vraiment top et on va la jouer à fond, quoi. Avec ce total de points, 57 points, c'est 2 de plus que la saison dernière et le coach le faisait remarquer. Et c'est pas anodin parce que effectivement la saison passée, le gym avait été très haut très longtemps, c'était un peu écroulé sur la fin. Mais surtout l'année dernière, il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Là, le gym a dû aussi négocier ses matchs en semaine avec un effectif amputé de beaucoup de joueurs. Et finalement, on se retrouve le 5 mai à 2 journées de la fin avec un total de points supérieur et avec cet objectif. Alors, faut pas dire objectif, on va se faire taper sur les doigts, mais en tout cas cette envie de Ligue des Champions bien présente. Et ça, voilà, faut le remarquer. Et c'est à souligner. Je me tourne vers notre historien de l'OGC Nice, Patrice Arnaudot. Sais-tu depuis quand l'OGC Nice n'a pas eu un total de points aussi élevé à ce stade de la saison? Je dirais peut-être l'année de Favre. Exactement. Ça va très vite devant et on aurait été champion, je crois, une année normale. Oui, exactement. 78 points, on termine et donc c'était la meilleure année. Et là, c'est la deuxième meilleure année au bout de 32 matchs. C'est fantastique ce qui est en train de se passer à l'OGC Nice, Patrice. Ben ouais, le plus important, le supporter est très content parce que le plus important, vu les résultats de ce week-end, on est largement dans la course, même pour la Ligue des Champions, et une petite défaite de Monaco contre Lyon pourrait nous placer sur le podium si on fait pas les imbéciles à Rennes. Le spectateur qui prend du recul, par contre, il a un peu peur parce que le contenu était quand même assez indigent et si on joue comme ça à Rennes, j'ai un peu peur quand même. On s'est fait un petit peu peur, notamment sur la fin du match. Voilà, cette frappe ratée de l'avant-centre. Voilà, ils étaient 3 face au but. Il frappe sur son coéquipier. Ouais, il a pas été. Il frappe sur son coéquipier. Ouais, mais est-ce que c'est pas inédit. Ça la réussite de l'équipe qui va finir C'est peut-être ça, ouais. T'as raison. Comme si t'avais mangé ton pain noir là dans cette mauvaise période et que ça y est, t'avais réussi à retourner un peu les défauts parce qu'on disait que c'était une équipe qui manquait d'efficacité. Depuis l'égalisation de Naï Chimier. Celui-là, il faudra s'en souvenir. Ouais. C'est là, effectivement, parce que finalement, tu prends un point là-dessus. Et c'est ça qui relance beaucoup tout. Par rapport à Strasbourg aussi, qui en a perdu 2. Ça change beaucoup de choses. Et oui, parce qu'il y a une énorme hype autour de Strasbourg, qui est invaincu depuis 20 matchs, qui a le meilleur total de points en 2025, devant même le PSG, sauf que Strasbourg est derrière. Donc voilà, ça veut dire aussi que le gym, bon an mal an, avec sa régularité depuis le début de l'été, c'est assez remarquable la saison niçoise. Allez, nous verrons, messieurs. Appelez-nous 04 93 82 03 04. C'est Adil qui est avec nous au téléphone. Salut Adil. Salut l'équipe. Salut Adil. Salut Adil. Bon, plutôt content ce lundi, non? Oui, bien sûr, et comment? Bien sûr, content. On est encore en course pour la plus fabuleuse des coupes. Et en plus, alors tiens, ce soir, je crois que vous avez Mika Boucher avec lui. Juste une petite aparté. Mika, tu peux dire à tout le monde qui est le meilleur arbitre de la Côte d'Azur, s'il te plaît? Bien ça. C'est de la pub. Le meilleur arbitre de la Côte d'Azur, il a arbitré la saison en D5 cette année. Pas trop d'erreurs, ça va. Voilà, il est extraordinaire. Humainement, c'est génial. Il vous a favorisé un peu. Il vous fait vivre des moments sur un terrain que vous n'avez jamais vécu dans votre vie. Le Robert Wurst azurien, c'est génial. C'est pas forcément une référence au Berbut pour le GC Nice en 76. Non, pas la bonne. Bon, sinon, pour parler plus sérieusement, super content. Gros match à Rennes à venir. Et moi, j'ai un souhait, c'est que le coach maintienne ce dispositif tactique, parce que je pense qu'avec ces 3 joueurs au milieu de terrain, je parle de la triplette Boudaoui, Sanson et Rosario qui m'échappe effectivement. Derrière, même si on n'a pas les joueurs habituels en défense, même si on n'a pas les tauliers, je pense que on a un super équilibre avec les 2 pistons sur les côtés. Et donc, moi, vraiment, mon souhait, c'est que le coach maintienne ce dispositif tactique. Après, devant, Boanani, je l'ai trouvé un petit peu en retrait. S'il pouvait nous faire revenir notre attaquant de choc qui a marqué 11 buts cette saison, Evan Guessant, je pense que on a de bonnes chances de pouvoir aller chercher les 3 points à Rennes.
Oui, pourquoi cette absence de Guessant, Maxime? Ça peut paraître curieux vu de l'extérieur. Alors déjà, le coach est vraiment dans cet état d'esprit de remettre une équipe qui gagne. Donc, il n'a pas de raison forcément de changer un système. Pour répondre à Adil, déjà sur le système, a priori, pas beaucoup de raisons d'aller à Rennes et de repasser à 3 devant. Et puis pour répondre sur Guessant, on le sent moins explosif. Le coach a vraiment dans son esprit trouvé la meilleure position pour son profil, pas vraiment neuf, plutôt attaquant excentré pour pouvoir créer des brèches sur son côté, faire ses courses qui font gagner du terrain à ses partenaires. Et il a plus trop les jambes et peut-être plus trop la tête après cette saison très usante pour lui, hein. C'est sa première saison pleine, c'est lui qui a le plus gros temps de jeu sur les joueurs de champ. Il a jamais été blessé, lui, c'est je crois le seul de l'effectif sauf qu'il termine rincé, quoi. Et il a plus trop de jus, et aujourd'hui il y a une équipe qui s'est imposée à Paris sans lui, une équipe qui a battu Reims sans lui. Donc je mettrai pas une pièce sur son retour à Rennes dans le 11, mais après voilà, il fait partie de l'effectif, il est là, il pourra rentrer. Mais il y en a d'autres qui ont pris le relais, et il y a d'autres attaquants aussi qui restent sur le banc en ce moment. Vous l'auriez pas vu au moins un quart d'heure, une demi-heure vendredi? Parce qu'on était quand même un peu inoffensif devant. Je pense que j'aurais fait rentrer plutôt Guessant que Chaud. Parce que la rentrée de Chaud, elle est catastrophique, hein, franchement. Donc je pense qu'Evan Guessant aurait été plus utile dans ce rôle-là. On pourra en parler un peu plus tard, messieurs, de nos tops et nos flops dans quelques instants sur 100% Aiglon. Merci beaucoup, Adil, d'avoir appelé. Merci, et Issa Nissa, tu reviens pour une émission de débrief, et on espère avec la Ligue des Champions au bout. Pour nos Niçois d'ailleurs, ce sera l'objet d'une prochaine partie sur la Champions League, et puis sur le rachat possible de l'OGC Nice. En tout cas, on en parle dans les petits papiers avec l'Arabie Saoudite. Et dans un instant, vos tops et vos flops, évidemment, comme je disais en début d'émission, le focus sur la montée en 85 et la montée de la D5 la saison prochaine en D3. Un programme XXL aux petits oignons. On est sur le vocabulaire de la cuisine depuis le début d'émission. Là, c'est les petits oignons. C'est du gâteau, les petits plats dans les grands. Les petits plats dans les grands, c'est le caviar, c'est le fromage, c'est tout ce que vous voulez. Don Gnocchi, et c'est dans un instant. France Bleu Azur devient Ici Azur. Le Pays de Fayence, c'est un endroit un peu reculé. On est à 25-30 minutes des grandes villes, comme Saint-Raphaël, Cannes, Mandelieu. Vous avez beaucoup de villages perchés à les visiter. C'est ce coin un petit peu reculé, justement, qui est à l'abri des foules l'été. Vous êtes ici ? Nous aussi. Mon coup de cœur des Alpes-Maritimes, c'est le territoire des Alpes d'Azur, parce que c'est vraiment la montagne des couleurs, avec les roches rouges du côté du Chians, du Dalhuis, les eaux turquoises de l'Estéron, le blanc de la neige, les grandes prairies, les grands alpages verts, donc la montagne des couleurs dans les Alpes d'Azur. Vous écoutez ici. Ici. Le média qui vit comme nous. Comme nous. Ici. Ici Azur. Toute la journée. Actu locale, musique et bonne humeur. Ici Azur, 100% Aiglon, Benjamin Pierson, Maxime Baquier. De retour dans 100% Aiglon avec toute l'équipe autour de la table. Maxime Baquier, notre journaliste, Patrice Albaganti, notre consultant, Patrice Arnaudot, notre Nissart et historien de Nice, et puis Mickaël Bucher, notre champion de la D5. Allez tout de suite, nos tops. 100% Aiglon, les tops, Maxime Baquier. Les tops évidemment de ce match, de cette victoire 1-0 face au Stade de Reims. Maxime, je te vois sourire. Non, c'est le top Maxime Baquier. Bah oui. Nouveau jingle, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai pas trouvé l'ancien, l'actuel dans le. Non, donc c'est celui-là. Ok. Voilà, donc ton top. Humilité toujours. Et c'est moi qui démarre alors. Exactement. Le buteur, allez, Morgan Sanson quand même. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Lui, il a su la mettre au fond. Et c'est surtout l'histoire, elle est magnifique pour lui. Quand on sait d'où il revient, il y a déjà eu ce doublé au parc, il récidive. Il est venu en zone mixte encore nous raconter à quel point il se sentait revivre là dans cette fin de saison. Et autant parler de Guessant qui est sur cette pente descendante, autant lui, il incarne cette fraîcheur. Voilà, on sent que les équipes en ont besoin d'avoir ce second souffle, ce troisième souffle. Et lui, il l'a vraiment, et il apporte beaucoup déjà avec ses pieds, mais j'imagine qu'avec sa tête, sa fraîcheur, il fait du bien aussi. Et puis il faudra se souvenir de ses buts au moment de faire le bilan, parce que le doublé au parc, but de la victoire face à Reims, c'est des buts qui comptent. Donc voilà. On s'est pas régalé, mais au moins lui il a su nous procurer un petit frisson vendredi. Patrice, toi qui as joué à haut niveau, revenir à ce niveau-là après une telle blessure, en tout cas aussi longue, c'est une prouesse. En tout cas, c'est la preuve d'un grand travail de sa part à Morgan Sanson. Ah ouais, puis il a rongé son frein lui. Sa blessure, elle a été
plus longue que prévu, parce que s'il y avait du bon diagnostic rapidement, à mon avis, il serait revenu plus rapidement. Mais c'est vrai qu'il a, voilà. Après, c'est un joueur qui a l'habitude du haut niveau, c'est un joueur qui est professionnel depuis longtemps, c'est un joueur qui sait ce qu'il doit mettre en place et faire par rapport à son physique, il se connaît bien pour revenir rapidement. Et c'est vrai que quand tu reviens à la compétition et que tu as la chance de marquer des buts, d'un coup, c'est plus facile. Tu vois, tu te sens beaucoup mieux, tu te sens beaucoup plus à l'aise, et on l'a vu sur le terrain. Alors, je trouve qu'il a encore emprunté un petit peu dans ses déplacements et dans son utilisation du ballon, mais force est de constater que physiquement, au niveau du volume du jeu, il est là. Donc, il n'a pas encore le rythme vraiment qu'il faut, mais c'est un joueur sur lequel tu vas pouvoir compter jusqu'à la fin de saison. 4 buts en 3 matchs, hein, c'est une belle prouesse en tout cas pour Morgan Sanson. Mickaël, ton top de ce match? Melvin Barr. Je trouve qu'il te transforme une équipe à chaque fois qu'il joue. Défensivement, offensivement, il apporte. J'adore. Là, il est dans ce rôle de la défense à 3. Tu penses que c'est un rôle qui lui convient, Melvin Barr? Il a les qualités pour jouer dans un rôle, il a les qualités pour jouer arrière gauche, même milieu gauche quand il y a besoin. C'est un joueur qui est complet, j'adore moi. Et ça rentre dans cette, Patrice, dans cette lignée de joueurs à la mentalité Nissart, comme c'est dit Nissart, avec une vraie mentalité, une vraie envie de tout donner pour le maillot finalement. Ouais, d'ailleurs j'avais le même top et j'allais dire les mêmes choses, donc Melvin Barr. Et je rappelle lors de sa deuxième saison, il a 3-4 mois de moins bien, et les gens n'avaient pas été tendres avec lui. On parlait même de trous sur le côté gauche, qu'il fallait un remplaçant et tout. En foot, ça va vite, hein. Et là maintenant, il est incontournable cette année. Très très bon Melvin record Barr. de duels gagnés sur le match, 3 dribbles tentés, 3 dribbles réussis, ça veut dire que défensivement et offensivement aujourd'hui c'est une valeur sûre. Et autant c'est vrai qu'on avait assez rapidement perçu ce potentiel pour être un latéral gauche comme on en a connu quelques-uns ici, et voilà, rude, solide. Autant c'est vrai qu'offensivement on n'avait pas forcément imaginé qu'il pouvait prendre cette dimension, Patrice. C'est lui qui est à l'origine du but, c'est lui qui envoie le ballon dans la surface et qui atterrit sur le pied de Sanson ensuite. La progression d'un joueur, elle fait partie de ça, hein. Et quand il a été mis en concurrence, il a su lui élever son niveau de jeu. Il a su lui élever ce qu'il devait travailler pour passer ce cap. Et c'est vrai que quand on l'a vu arriver, on ne pensait pas qu'offensivement il allait pouvoir être aussi efficace et vite et rapidement prendre la mesure de ce qu'il devait faire sur le terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un incontournable de l'effectif de Nice et de la défense de Francaise. Patrice, justement, quel est ton top? On t'a pas demandé. Et alors moi, j'ai un joueur qui m'a plu encore. Alors, il m'a pas plu tout le match, mais il m'a plu. Je trouve que le petit Badreddine Bouanani commence à arriver au niveau où on voulait le voir. Il a encore des lacunes, il a encore des choses. Mais t'as adoré sa passe en première mi-temps. Ah, elle est fantastique, sa passe. Je le dis. Grande classe là. Et quand je dis, dans son geste, il me fait penser à un grand joueur. Je mens pas, parce que elle est parfaite, sa passe. C'est-à-dire que le mec il tacle quand même, hein. Il croit qu'il a, mais il a pas. Donc je veux dire, il arrive à distiller des ballons, il commence à être physiquement au niveau où on l'attend, techniquement il commence à être intéressant dans l'utilisation du ballon justement, et il commence à avoir des gestes décisifs, notamment cette passe. Donc après, je trouve qu'en deuxième mi-temps il est retombé un petit peu dans ses travers, il s'est remis un peu la tête à l'endroit avant de sortir, mais j'aime bien ce toucher de balle, j'aime bien cette facilité de footballistique. Donc bonne année en top pour Patrice. Maxime a désigné Morgan Sanson, Melvin Barr pour nos deux invités, Patrice Arnaudot et Mickaël Bucher. Et moi, c'est ce type, hein, c'est Dante. Hein. Moi, c'est pas le match en lui-même. Le gars il rentre, acclamé par les supporters. Non, respect, franchement, respect. Légende. Hier, je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'adore. Il était invité du Canal Football Club. Si vous avez vu l'émission ou pas? Ouais, on l'a vu, bien sûr. Il n'a pas été tendre avec lui. L'autre là. J'aurais pu mettre en flop. Ouais. Matou. Ouais, les questions. Franchement, et encore avec le gym, grande de classe. Parce que moi, je suis sur le plateau. On me dit, mais franchement, ça sert à quoi que l'OGC Nice en Ligue des Champions? Je crois que j'y bondis dessus. En plus, il se trompe de compétition. C'est grave. Le traitement du gym par les médias parisiens, c'est horrible. C'est horrible. Et là, c'est ouvert devant le capitaine. Je trouve Dante qui a été vraiment conforme à ce qu'il est, classe, droit, petit sourire qui en disait long quand même. À mon avis, c'est un petit peu retenu, mais la grande classe Dante. Raison de plus pour l'inviter dans 100% d'ici la fin de saison, notre capi. L'invitation est permanente. L'invitation est à vie. Il est invité à vie. Tu sais quoi, je lui déroule le tapis rouge à Dante, s'il vient dans le studio. Puis je prépare le café. Tu lui ferais une petite tarte au citron? Si il veut. Ou il ferait une petite samba. Avec ou sans meringue? Avec la meringue. Avec la meringue. Et nos flops. 100% Aiglon, les flops.
Allez, je me tourne vers Patrice Arnaud pour son flop. Peut-être la rentrée de Ali Chaud. J'espérais qu'il dynamite un peu plus la fin de match et il a été un peu en dedans. Et d'une manière générale, le manque d'efficacité de l'équipe qui prend un malin plaisir à pas tuer les matchs et à nous faire vivre des fins de match dures pour le palpitant. C'est vrai que c'est compliqué de finir les actions. Alors autant on en met 3 au parc, autant on a l'impression que là sur ce match-là on a eu peur contre Angers où si on a eu des possibilités on les a pas forcément mises au fond. L'attaque, bon, pour l'instant ça n'a pas de conséquences importantes pour le gym, mais méfie comme on dit. Mickaël, ton flop? Même analyse. Allez, Lichot. Moi j'aurais préféré voir Evan laisser en rentrer et amener un peu son explosivité, sa vitesse et son sens du but parce que cette année il est vraiment en forme. Voilà, Ali Chaud. Et si on dézoome peut-être sur sa saison, même Mohamed Ali Chaud, décevante par rapport à... Non, pas décevant, non. C'est vrai que par rapport à ses qualités, on attend autre chose, mais voilà, la saison, elle a été plus que correcte pour lui. Ce match-là, il n'a pas été là, quoi. Entrée un peu délicate pour lui. Maxime, ton flop? On va pas revenir encore une fois, mais si, quand même une petite pièce sur ce public, quoi. Voilà, c'était ton avant-dernier match à domicile. Il y avait toutes ces opérations montées pour essayer de faire monter la sauce, justement, et au final, tu fais 24 000. Alors, on l'a dit, ceux qui étaient là, bravo, super ambiance, la pop toujours en feu, mais qu'est-ce qu'il faut, quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour remplir ce stade? Je trouve ça dingue, en fait. Je trouve ça dingue parce que tu peux pas te dire que tu vois, l'année prochaine on la jouera, on sera encore là. Non, il faut profiter de ces épopées. Il y a une belle saison à vivre et le public est pas là. Donc bon, c'est comme ça. Je pense que au club ils doivent s'arracher les cheveux, se dire mais qu'est-ce qu'il faut faire pour remplir cette Allianz Riviera ou remplir ou en tout cas dépasser les 30 000 sur un match comme ça vendredi soir. C'est le pont du 1er mai. C'est ton avant-dernier match à la maison. T'as la Ligue des Champions au bout. Et bon. Donc voilà, faut donner tort aux absents. Petit flop pour Maxime Baquier. Patrice, son flop? Je l'avais dit aussi, Mohamed Ali Chaud. Je trouve, au-delà de ce qu'on a dit, je trouve qu'il n'est pas prêt pour rentrer. Il n'est pas prêt, le mec il rentre. Moi je peux vous en parler, j'ai été beaucoup remplaçant avec Nice, donc on te donne 5 minutes, 4 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Faut que tu sois prêt à rendre service à l'équipe. Il rentre dans le match, il met en difficulté ses coéquipiers. 4 premiers ballons donnés à l'adversaire. 4 ballons perdus. Je veux dire, c'est compliqué. Donc je trouve qu'il n'est pas rentré en se disant je vais faire quelque chose. Non, il est rentré pour rentrer. Il est rentré parce qu'on l'a fait rentrer, mais je n'ai pas trouvé son entrée tonitruante. Bon, il va se ressaisir, Mohamed Ali Chaud, j'en suis certain, pour les prochains matchs. On a besoin de lui pour la fin de saison. Prochain match, ça sera face à Rennes, samedi 21h. Maxime, évidemment, sera au Roison Park. Dernier dé de la saison pour Maxime. Ouais. Ça aurait fait quoi, 17 et 4, 21, 22e, non? Avec la Coupe de France, du coup. Avec la Coupe d'Europe. Non, 23 même. Il y en a eu des pas mal. Oui, non, mais 17 en championnat, plus 4 en Europe, plus 3 en Coupe, je crois. C'est ça. Pardon, Maxime. On fera les additions, j'ai jamais été bon en maths. Non, on va s'épargner ça. Par contre, il y a beaucoup de chiffres pour une éventuelle vente de l'OGC Nice par Ineos, puisqu'on en a entendu parler cette semaine. Est-ce que ça va se faire ou pas? Est-ce que c'est une bonne mauvaise nouvelle? On en parlera dans un instant, messieurs, avec ce fonds saoudien qui aimerait reprendre potentiellement le club, c'est ce qu'il dit en tout cas. Et puis on va se pencher sur le titre de la Division 5 avec Mickaël Bucher, et puis la montée en 85, petite rétrospective avec notre ami Patrice Arnaud. Avant ça, on jette un coup d'œil à vos conditions de circulation sur la route. Des ralentissements au centre-ville niçois, notamment boulevard du Bouchage et rue du Maréchal Joffre. Des bouchons également sous la promenade des Anglais, tout près du jardin Albert Ier pour rejoindre le centre-ville. Ça bouchonne également de l'autre côté au niveau de la prom devant l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Vous avez quelques minutes de temps de trajet en plus. Des bouchons dans cette zone-là, aux alentours du pôle multimodal de Nice-Saint-Augustin et au niveau de l'avenue Henri Matisse. Sur la voie Matisse, justement, quelques bouchons, notamment dans le sens ouest-est à partir de la gare. Vous avez une douzaine de minutes de temps de trajet supplémentaire. Attention, un accident qui a eu lieu il y a une demi-heure environ aux alentours des arènes de Cimier, donc soyez vigilants. Des bouchons également au niveau du boulevard de Cessol qui sont assez limités. Sur l'autoroute A8 au nord de Nice, quelques bouchons, notamment pour rejoindre Saint-Laurent-du-Var, mais qui sont assez légers. Sur l'autoroute A8 à partir de Saint-Laurent-du-Var pour rejoindre Nice, quelques ralentissements qui sont assez légers. À Saint-Laurent, ça bouchonne avenue de Nice et route des Vespins. Passez plutôt par la promenade de la plage. À Cannes-sur-Mer, c'est plutôt fluide. À Villeneuve-Loubet, la RN7 légèrement bouchée comme d'habitude, mais vous pouvez passer par la route du bord de mer. Quelques minutes de temps de trajet supplémentaire. À Antibes même, c'est plutôt fluide. En revanche, vous constatez des ralentissements à Cannes
aux alentours du Palais des Festivals. Vous avez une dizaine de minutes de temps de trajet en plus dans le sens est-ouest, et puis des bouchons sur le boulevard Carnot dans le sens descendant, mais surtout dans le sens montant. Soyez vigilants. Votre réflexe en cas d'incident sur la route, 04 93 82 03 04. Ici Azur, 100% Aiglon. L'OGC Nice va-t-il être racheté? Oui, on a eu cette information qui a fuité dans la presse ces derniers jours. Ineos aurait mandaté un cabinet pour trouver un éventuel acheteur à l'OGC Nice. Des Saoudiens se seraient positionnés. On parle de 250 millions d'euros. Alors Maxime Baquier va nous donner quelques infos. Est-ce que c'est possible ou non? Est-ce que vous, chers invités autour de la table, vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Vous aussi au 04 93 82 03 04, vous nous le dites. Est-ce que également cette période un peu trouble peut perturber les Niçois, les joueurs notamment face à Rennes? Et puis en toute fin d'émission, on va se pencher sur le titre de la Division 5 avec Mickaël Bucher et la montée en 85 avec Patrice Arnaudot. Ici Azur, 100% Aiglon, Benjamin Pierson, Maxime Baquier. Et je le disais donc, Maxime, cette information qui est sortie il y a quelques jours dans la presse, Ineos qui aurait mandaté un cabinet pour un éventuel rachat de l'OGC Nice. Une banque parisienne, la banque Lazare, effectivement, qui a été missionnée pour faire le tri entre ces différents acteurs qui seraient potentiellement intéressés par le rachat de l'OGC Nice. Alors c'est un peu flou comme ça, mais ça veut dire une chose, c'est que Ineos est prêt à vendre. Voilà, ce qu'on pouvait ressentir à travers la distance que Ratcliffe a mis depuis des mois. Alors un peu forcé par les règlements UEFA puisque Nice et Manchester jouaient la même compétition européenne, mais aussi on sentait qu'il était plus très intéressé par ce qui se passait ici sur la Côte d'Azur. Il y a eu ces sorties médiatiques un peu lunaires. Quand on interrogeait les dirigeants niçois, à chaque fois on nous disait non, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bah là, voilà, il y a quand même quelque chose de concret. C'est cette banque qui est missionnée pour trouver un acheteur potentiel. Alors après, il y a ce prix. Une source nous avait dit en début de saison que autour de 400 millions, ce serait le prix demandé. Là, on parle plutôt de 250. C'est un ticket d'entrée qui a l'air assez accessible pour ces potentiels acheteurs. On parle du fonds d'investissement saoudien, le fameux PIF. C'est un fonds d'investissement public saoudien. Bon, voilà. Ça, après, c'est compliqué à vérifier. Ça reste assez nébuleux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'encore une fois, ça tombe au mauvais moment, comme souvent avec Ineos. T'es dans un sprint final, t'es focus pour aller chercher un podium, et il y a cette rumeur de vente du club qui va tout sauf faciliter la vie des dirigeants, parce que derrière, tu as un mercato à préparer, mais qu'est-ce que tu dis aux joueurs que tu vas démarcher? Aujourd'hui, c'est quoi le projet? On sait pas trop. Cet été, ce sera quoi l'enveloppe? Sûrement pas énorme. Quand tu veux vendre, tu vas pas mettre beaucoup d'argent avant. Donc non, c'est pas bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Il faut clarifier la situation. Après, c'est pas le bon moment, je pense, pour que ça fuite, mais c'est comme ça. Mickaël, bonne nouvelle on va y arriver. Bonne ou mauvaise nouvelle? Je dirais mauvaise nouvelle parce que le timing est pas bon. Mais après, s'il y a un acheteur potentiel qui peut faire les choses bien, pourquoi pas? Parce que je pense que ce qu'il faudrait faire aussi, c'est déjà remercier Ineos de ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même réussi à stabiliser le club pendant quelques années à un bon niveau. On joue quand même l'Europe chaque saison, donc c'est pas mal. Mais après voilà, pour moi, c'est le timing qui est pas bon. Mais ça peut être une bonne nouvelle, pourquoi pas. Toi qui as joué à l'OGC Nice, qui a joué aussi dans d'autres clubs, est-ce que ça peut perturber d'avoir des échos par rapport à l'avenir du club quand on est joueur? Est-ce que ça peut entraver un peu tout ça? Les joueurs sont sous contrat. Ils sont sous contrat quoi qu'il se passe. Donc je pense que pour moi ça touchera pas les joueurs. Ils sont focus sur les 2 prochains matchs. Ils n'ont pas à se soucier de ça pour l'instant. Ils auront le temps d'y penser après les 2 matchs. Patrice Arnaudot, bonne ou mauvaise nouvelle, un potentiel rachat de l'OGC Nice par ces Saoudiens? Je sais pas, ça dépend des Saoudiens qui viennent. Il y a tellement de milliardaires qui arrivent en faisant des annonces un peu fracassantes et puis qui après font pas grand chose. Donc ça dépend des gens. Est-ce qu'ils seront impliqués? Est-ce qu'ils vont avoir 15 clubs? Est-ce qu'on sera juste une filière? Ça c'est vraiment à voir. Je parlais avec un supporter stéphanois qui était vachement content de voir arriver le roi de je sais pas quoi, je sais pas le nouveau propriétaire à la place de Larry Tenenbaum. Puis là, ça recale en D2. C'est un peu bizarre tout ça, quoi. Là, ça me dépasse un peu, quoi. La multipropriété et tout.
je suis complètement dépassé. On ne sait pas si ça serait la multipropriété pour le coup, Maxime. Ou s'ils auraient qu'un club, ouais. Ouais, on sait Voilà, pas. mais le potentiel racheteur, pour l'instant, c'est très flou. Voilà, on sait rien. On a Saoudien, très peu d'informations. Moi, je trouve que l'info à retenir, c'est que Ineos est vendeur, voilà, et attend la bonne offre, le bon acheteur pour céder le club. Et de toute façon, il est plus là depuis quelques temps. Et c'est pour ça que, comme le disait Mickaël, au moins il aura plus les bouchons après le match. Ce sera une bonne nouvelle quand les choses seront réglées, mais ça peut prendre des mois. Et en attendant, effectivement, t'as un mercato à préparer, c'est difficile. T'as une fin de saison à terminer avec ce nouveau timing. Voilà, c'est toujours comme ça avec Ineos. C'est au moment où il y a un bel événement ici que ils viennent se signaler. Je sais pas s'ils ont maîtrisé la communication, mais voilà, l'information elle sort pas au bon moment, c'est sûr. C'est l'info qui sort, c'est pas eux qui font en communiquer pour le coup. Donc, non, bien sûr, oui, c'est le journal L'Informé, voilà. bien nommé, qui sort cette information-là la semaine dernière. Patrice, cette idée te plaît d'un rachat potentiel d'un fonds saoudien ? Alors moi, ce que je pense, c'est que si on vend le club, si on doit trouver quelqu'un pour acheter le club, c'est quelqu'un qui va faire passer encore une étape à l'OGC Nice. Moi, je pense que l'étape aujourd'hui qu'attend l'OGC Nice, c'est d'avoir un investisseur solide pour justement créer des mercatos, on va dire, un peu plus conséquents par rapport aux objectifs européens que se fixe le club depuis des années, pour bien participer dans les compétitions européennes. Après voilà, je pense qu'ils ont missionné certainement cette banque parce que souvent maintenant, qui a des grosses sommes pour acheter des clubs, c'est souvent des fonds d'investissement privés et voir un petit peu de quoi il en retourne sur ces potentiels acquéreurs. Donc est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils ont la surface financière suffisante, parce qu'on sait qu'un club de foot ça coûte quand même un peu d'argent. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont missionné une banque d'affaires. Donc après, moi si c'est une vraie décision de vendre le club, qu'on trouve un acquéreur qui fasse progresser de la bonne façon tout ce qu'on a mis en place depuis maintenant. Mais au moins qui clarifie la ligne, qui clarifie le cap, parce que c'est ce qu'on reproche à Ineos, c'est de ne pas savoir où on va. Et au moins, quel que soit finalement le projet, mais au moins qu'il y ait une cohérence et un cap fixé, qu'on sache. Oui, surtout avoir un investisseur qui soit là, présent, quoi, qui parle, qui dise les choses, pas comme Ineos qui nous ont complètement laissé au niveau médiatique, tu vois, ils n'ont pas jamais trop pris la parole, et ça c'est dommageable de laisser et le club et les salariés du club et les supporters dans une espèce de marasme où tu te poses beaucoup de questions, quoi. Parce que quand tu donnes pas d'informations, ça actionne l'imaginaire, donc tu peux te poser 36 000 questions, donc c'est ça qui est important aussi. Après voilà, qu'on fasse les choses comme il faut. Moi je le dis tout le temps, une saison elle s'anticipe. En fin de saison tu dois anticiper ce qui va se passer la saison d'après. Et encore une fois, j'ai l'impression que la prochaine saison ça va être encore compliqué à trouver des solutions, on va dire bien concrètes pour le recrutement, pour faire venir des joueurs. Voilà, même si tu as la Ligue des Champions en fin de saison. Qu'est-ce que tu sais pas, le club il va être vendu, il va pas être vendu. Alors effectivement, si t'as la Ligue des Champions, peut-être que tu auras plus de facilité à le vendre rapidement à quelqu'un qui est vachement intéressé que le reste. Donc voilà, c'est encore des moments compliqués qui sont un peu flous. Patrice Arnaudot, je me tourne vers toi, et le côté historique, c'est un vieux serpent de mer, hein, ces histoires de rachat de l'OGC Nice, ces acheteurs, ces repreneurs et puis ces propriétaires, il y a eu tout un tas d'histoires là-dessus. Ouais, il y a eu des super rumeurs, il y a eu des Bernard Tapie, des Borelli qui faisaient venir je sais plus qui, des Roland Courbis à une époque, c'était ça fait parler. Après ça fait partie du folklore, c'est aussi marrant, mais aujourd'hui ça part tellement dans tous les sens avec beaucoup d'effets d'annonce et parfois rien derrière, que ça fait un peu peur, quoi. Et voilà, il faudrait quelque chose de stable, mais dans le football moderne, la stabilité, je sais pas si elle existe encore, si elle n'est pas en contradiction avec certains intérêts économiques de gens qui viennent pour faire une bascule, revendre, je sais plus. Justement, tu parlais d'effet d'annonce. Ineos était arrivé avec une super conférence au Nicaïa lors de leur arrivée, en disant qu'il y avait une place à chercher derrière le PSG. Bon, finalement, on n'a pas encore eu cette place derrière le PSG, cette deuxième place. Et est-ce que tu as peur qu'on s'enflamme pour pas grand chose peut-être avec ces Saoudiens potentiellement? Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux vraiment attendre de voir quel Saoudien va venir. Est-ce qu'ils ont déjà d'autres clubs, ou est-ce qu'ils veulent vraiment tout miser sur nous, ou... Voilà, je me rappelle Eric Dimeco sur une autre chaîne de sport avait dit, maintenant c'est Nice qui
qui va être le concurrent de Paris. Et en tant que Marseillais, on le faisait trembler, puis finalement, on n'a pas fait trembler. Enfin, on a déjà un niveau sympa Déjà par rapport à une sympa. époque. Mais voilà, on n'est pas encore un grand du championnat. Ineos, c'est pas parti encore. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On est en train de faire la tombe, mais ils sont pas encore partis. Ineos, pour le coup, l'OGC Nice, on ne sait pas. Mickaël, est-ce qu'on peut s'enflammer avec ces potentiels racheteurs? Est-ce qu'on a le droit de s'enflammer? Je pense qu'on n'a pas le droit de s'enflammer. Il faut rester les pieds sur terre. Nice, on a toujours eu les pieds sur terre, donc non, on s'enflamme pas. Ineos est encore là comme dit Max. Et puis comme dit Pat, si un repreneur, il faut vraiment qu'il vienne, qu'il nous donne de la stabilité et qu'il nous donne une vision à court, moyen, voire long terme de comment Nice pourrait être, quoi. Bon, là, on a fait le tour de la question, je pense. Moi, par rapport je à tout ça. m'interroge Oui, quand même. Maxime. Est-ce que ça fait vraiment rêver des investisseurs saoudiens, les supporters? Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui fait rêver, d'avoir beaucoup d'argent, d'aller chercher des gros transferts? Je sais pas. J'ai l'impression aussi qu'on a plutôt envie de clubs qui plus à taille humaine, où on a de belles histoires à raconter. Je suis pas sûr que les Strasbourgeois soient. Alors aujourd'hui, ils sont heureux d'être placés où ils sont placés, mais il y a quand même eu cette forme de nostalgie de voir des investisseurs locaux se retirer pour voir un grand groupe arriver. Et encore aujourd'hui, il y a un peu de salles de ambiance à la Méno à cause de ça. Donc je sais pas. Est-ce que l'Arabie Saoudite fait vraiment rêver? Je suis pas sûr que les supporters ce soit la priorité d'avoir des gros investissements comme ça. Je sais pas. Patrice Arnaud, toi qui prend le pouls peut-être en ville ou qui est supporter, ça fait rêver d'avoir ce genre d'investisseurs peut-être hors sol, en tout cas qui n'ont pas les moyens des Niçards, mais qui peut-être feraient passer le club dans une dimension. Ben, certains te disent Arabie Saoudite égale Qatar, Nice égale. Enfin, tu vois, il y en a qui s'en foutent. Après, il y en a certains qui rêveraient aussi d'un bon club formateur avec peut-être quelques investissements du coin et un modèle à la Bilbao. Mais je pense que ça se travaille sur le très long terme. Et puis les Basques ont déjà une économie et puis c'est plus large une le territoire de vision Basque qui que le Comté. Mais bon, le Comté, oui, c'est plus petit que le Pays Basque pour le coup aussi pour former les joueurs. Bon, je pense que messieurs, on a fait le tour de la question par rapport à tout ça, mais j'aimerais juste faire un petit pas de côté avec toi, Patrice, par rapport à la concentration des joueurs éventuellement pour les prochains matchs. Est-ce que ça peut impacter le fait de savoir, d'entendre des rumeurs ou pas forcément? Non, plus là, t'es fou, toi, t'es reste de match. Reste de match dans la saison, t'es focus sur les deux résultats, c'est deux finales à jouer. Tu crois qu'ils pensent à Ineos ou au pif, ils pensent à une éventuelle qualification en Champions League ou en Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Mais ils sont focus sur l'objectif et je pense que même en plus de tout ça, t'as Francaise au milieu avec son staff qui doit remettre les pieds sur terre à tout le monde, parler de ce qui est important de parler dans un vestiaire, mais pas forcément d'un éventuel rachat de l'OGC Nice. Pour parler de ce match face à Rennes, Maxime, Rennes qui n'a plus rien à jouer, 11e au classement, qui est déjà maintenu, qui ne pourra pas jouer l'Europe. Ça sent un peu le match piégeux pour nos Niçois. Parce que alors oui, Rennes quand tu va un peu présentes moins comme bien. ça, tu peux te dire qu'ils seront déjà en vacances, mais non, mais justement, ils ont perdu hier à Toulouse, ils ont pris un sacré coup de pression de leur coach Habib Beye. Pas content Habib Beye. Donc voilà, c'est leur dernier match à domicile, dernière occasion de se racheter entre guillemets de cette saison ratée. Moi, je suis pas sûr que ce soit un match tranquille pour le gym. Autant je suis assez confiant par rapport au dernier match contre Brest face à des Bretons là qui seront vraiment au bout de course après une saison éreintante et normalement, si toi t'as la Ligue des Champions à aller chercher, en plus avec Eric Roy qui va peut-être pas avoir très envie de mettre des bâtons dans les roues niçois, on sait pas. Mais Rennes, non, je pense que Rennes, ça va être un joli combat, même si les Bretons ont plus grand chose à jouer, ouais, effectivement. Le match de Rennes, on le craint, Mickaël. Quel combat ça sera? On le craint tout simplement parce qu'ils ont pris un coup de pression par leur coach, tout simplement. Donc ça va peut-être les piquer un peu dans leur orgueil et ils vont se dire bon, pour la dernière, on va se donner à fond. Mais quoi qu'il se passe, entre ça et la Ligue des Champions, la clé, il ne devrait pas y avoir photo. Faut qu'on rentre sur le terrain avec les dents qui... faut mordre tout le monde, quoi. Quand on est joueur, quand on a ce genre de match qui se présente, peut-être que tu n'as pas pu disputer ce genre de match qui amenait la coupe aux grandes oreilles, mais des matchs avec des gros enjeux comme ça, il y a une petite pression, il y a de l'adrénaline, on est à 150% pour ces matchs. Il y a toujours de la pression d'avant-match, l'adrénaline. Après, voilà, je pense que le coach, il va avoir le discours qu'il faut aussi avant le match. C'est son rôle aussi, pour motiver les gars. Et puis après, sur le terrain, c'est les 11 acteurs qui vont se battre et qui vont mordre tout le monde. Il faut absolument y aller à 100%, quoi. Patrice, tout donner face à Rennes, c'est le mot d'ordre.
on y va, on regrette rien. Ouais. Et avec un état d'esprit un peu plus conquérant que la dernière fois. Moi, ce qui me fait peur, j'aurais préféré voir Rennes gagner à Toulouse et pas avoir cette pression de la dernière victoire, parce que les équipes en tongs, comme je les appelais à une époque, elles n'existent plus, quoi. Même celles qui ont plus rien à jouer. Regarde hier Lens à Lyon, tu vois. Ils avaient un petit espoir. Ils ont encore un petit espoir. Ah, d'accord. J'espère que Rennes sera en tongs, mais j'y crois pas trop. Donc je tremble un peu. Patrice, ils seront en tongs, les Rennais, tu crois? Ah non, il y en a surtout un qui est pas en tongs, c'est Abibey. Mais en plus, il est Marseillais, lui. Non, mais c'est même pas ça. Je pense que, je sais pas, peut-être que ça joue. Peut-être c'est trop dans la tête, mais lui, première saison en Ligue 1, il vient d'arriver, ça fait 3 mois qu'il est là, et il a des choses à prouver, le garçon, hein. Il a besoin de, lui, il s'en fout, hein. Quand il joue, il faut qu'il gagne des matchs, il faut qu'il montre à son actionnaire, à son président, qui c'est l'homme de la situation, même s'ils l'ont refait signer, ça lui tient à cœur de s'évaluer lui par rapport à son métier d'entraîneur à la Ligue 1. Donc, j'ai envie de te dire que ça va pas être un match champêtre, hein. À Rennes, hein, il va y avoir du monde, il va y avoir des enjeux sportifs pour eux, il y en a plus, mais un petit peu, on va dire, affectifs pour leur coach, pour finir la saison du mieux possible. Donc c'est à nous, encore une fois, je le répète, hein, ça fait 3-4 matchs, je le dis, notre pire objectif, notre pire ennemi, c'est nous. C'est nous. Il faut qu'on soit, nous, au niveau de ce qu'on doit être pour ce genre de match. Et le match qu'on a fait à Rennes, on n'était pas au niveau. Maintenant, il va falloir on est au niveau contre Paris. On n'a pas été au niveau contre Rennes. Contre Reims, pardon. J'ai envie de croire que contre Rennes, on va être plus qu'au niveau. Rennes qu'on a battu 3-2 à l'aller, et on espère un beau succès de nos Aiglons. Donc face aux Bretons, on va enchaîner 2 matchs face à des Bretons. Donc Rennes et Brest. Kenavo, comme on dit, et Maxime pour ce dernier déplacement. Des galettes saucisses et 3 points, s'il te plaît, Max. Je ramène tout. Semaine prochaine. Il ramène tout, et Mickaël a ramené aussi le titre de la D5, c'est ce dont on va parler dans un instant. Mickaël Bucher et Patrice Arnaudot a ramené ses connaissances et sa passion du gym, pour l'histoire du gym plus précisément. On va évoquer la montée de l'OGC Nice en première division, c'était en 85 avec notamment Jorge Dominguez dans l'équipe. C'est dans un instant sur 100% Aiglon. En 2025, Nice met l'océan au sommet en accueillant en juin la conférence des Nations Unies pour l'océan. L'occasion de revenir sur les actions de la ville de Nice et les temps forts qui marqueront 2025. Les avez-vous remarqués? Ils sont arrivés en banc et se sont installés en cœur de ville, place Masséna. 80 poissons de toutes les tailles, formes et couleurs. C'est l'œuvre cinétique de Dan Mestanza que la ville de Nice présente jusqu'au 2 juin sous les arcades de la place Masséna. Cette installation, composée de sculptures suspendues motorisées, illuminées et sonorisées, transforme les lieux en un véritable banc de poissons aériens, provoquant une soudaine immersion inversée où l'on passe brusquement de la terre ferme aux profondeurs des océans, devenant ainsi témoin d'une vie marine animée comme par magie. Le lieu se remplit d'une eau imaginaire qui emporte les visiteurs dans une expérience sensorielle marquée par la grâce et la beauté du moment présent. Le patrimoine architectural et l'art contemporain s'unissent ici pour créer une mise en scène poétique. Doté d'un dispositif sonore, des sons mélodiques s'harmonisent pour créer une mélodie perpétuelle sans cesse renouvelée, créant ainsi une visite féerique à ne pas manquer si vous passez sur Nice. À découvrir jusqu'au 2 juin sous les arcades de la place Masséna, puis jusqu'au 15 juin sous les arcades du quai des États-Unis. Pour aller plus loin et découvrir toute la programmation de l'année de la mer à Nice, rendez-vous sur année-de-la-mer.nice.fr. De partir, notre point de départ, c'est la citadelle de Belfort. Si vous cherchez encore la destination idéale pour les ponts du mois de mai, d'ici on peut admirer la rivière La Mayenne. On a 30 idées à vous proposer avec Partir. C'est un petit port de pêche situé à l'extrême sud de la baie. Partir, déjà 30 épisodes en ligne, 30 destinations en ville, à la mer ou à la montagne, parfait pour les week-ends prolongés. Je vous propose de redescendre vers le Palais des Papes. Partir, à écouter gratuitement sur l'appli Radio France et ici.fr. Sur la route, au travail, à la maison. Ici Azur. Actu locale, musique et bonne humeur. Ici Azur, 100% Aiglon. 100% Aiglon, dernière partie, et oui, déjà avec toute l'équipe autour de la table, Patrice Arnaudot, notre historien, Mickaël Bucher, notre ancien joueur du gym et même actuel joueur du gym avec l'équipe de D5, Maxime Baki, notre journaliste globetrotter, et Patrice Alberganti, notre consultant. Messieurs, dans cette dernière partie, on va faire un petit pas de côté avec
après la montée de l'équipe du gym en 85 en première division. Mais d'abord, l'aventure humaine magnifique de Michael Bucher avec cette montée de l'équipe de D5, donc l'équipe réserve de l'OGC Nice, en division supérieure, division 3, puisque la D4, la D5 sera annulée, donc on passera à D4. Enfin bref, vous allez monter, c'est le principal. Champion, victoire 4-2 face à Cimier, c'était ce week-end. Michael, l'aventure humaine magnifique. Extraordinaire, vraiment. Le coach m'a appelé au mois de juin dernier pour me parler de ce projet, coach David Soubieux, pour me parler de ce projet-là. Un projet assez ambitieux de mélanger en fait les salariés du club qui bossent autour des pros et des anciens comme moi, des anciens comme Jérémy Pied, Romain Genevois, Johan Odell, JJJ. Et donc ça fait un beau mélange. Et on a fait une saison, on s'est régalé. C'est de la passion, quoi. Ouais, c'est ça, on retrouve un peu les racines du foot qu'on a peut-être perdu quand on est dans un monde professionnel ou vers le monde pro, où on a dans cette espèce d'enjeu. Là, pour le coup, on est une bande de potes et juste on s'amuse. Exactement, on s'amuse, on prend du plaisir, on se retrouve chaque semaine pour l'entraînement, pour le match. C'est la passion, l'amour du maillot, l'amour pour Nice. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant, quoi. Et c'est toi, Michael, qui est à l'origine de ce projet, si je ne m'abuse. C'est David qui m'en a parlé. J'étais à l'origine de ce projet et j'ai demandé à Jérémy Pied, à Romain Genevois, et JJJ et Johan Odell de me rejoindre en leur vendant un peu le projet, comme j'ai pu. Et vu que c'est des super gars, ils n'ont pas hésité. Il y a de beaux restes avec Franck JJJ qui va super vite. On l'a vu, nous, dans 100% Glon, et encore bien fit. Franck JJJ, Jérémy Pied qui fait les trails. C'est tous, les quatre. Romain Genevois, Jérémy Pied, Johan Odell et JJJ, c'est des missiles encore à leur âge. Ils sont géniaux. Et puis le foot, ça se perd pas, quoi. Le pied, ils l'ont toujours. Ça marche pas. On m'a parlé d'un petit but à Castel. Ouais. Le qui de toi, Mickaël ? Ouais. En fait, c'est une petite anecdote. J'étais en sortie moto avec ma famille, sortie Harley sur Saint-Raph, et puis je suis parti de Saint-Raph à 13h30 parce que je pouvais pas faire autrement. On avait match à 15h à la Lovette. Donc je suis arrivé juste avant le match, j'avais les oreilles qui sifflaient avec le bruit de la moto, et je marque le but de la victoire à la 85e. Voilà, quoi. Donc c'est vrai, c'était sympa. Ouais. Castel qui était un peu votre concurrent. C'est ça, exactement. Tout à fait, notre concurrent tout le long de la saison, et voilà, on a pris les points qu'il fallait, quoi. Bon, vous êtes monté, la victoire 4-2 face à Cimier. L'objectif la saison pro, c'est quoi ? C'est remonter, faire jusqu'à la division 1, première division. Alors, nous on est des compétiteurs, quoi qu'il se passe. Donc si on vient à continuer l'année prochaine en D3, moi quand je rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Faire la figuration, je sais pas faire. Donc j'essaierai de faire le mieux, de finir le plus haut possible, et pourquoi pas monter, oui, tout à fait. Avec une petite place pour Patou ? Bien sûr, Paty, quand tu veux. C'est un monstre, mon Pat. 3 minutes à la fin. Devant, mais seul devant. Il se met devant, on déborde, et tu sens le caviar, et il est là pour finir. Mais là, de mon reste, Patrice, je l'ai vu jouer face aux anciennes des Bleus, il a mis un but. Oui, mais ça fait 3 ans déjà. Ouais, ça ne fait pas en 3 ans, Patrice. Ça n'est passé en 3 ans. Mais non, il s'est rien passé. Ah si, t'es fou. À part les astres au citron meringué que tu sais faire maintenant. Ça va trop vite. Trop vite. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mickaël, finalement ? Une bonne fin de saison. Il nous reste encore un match à jouer de championnat, donc vendredi soir prochain, et éventuellement une super finale contre le premier de l'autre poule. Et puis après, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on mette tout en place pour refaire une bonne saison l'année prochaine en D3. C'est le principal. Avec Nice. C'est le principal. Merci beaucoup, Mickaël, et on te revoit l'année prochaine, certainement, plaisir. Pour lancer le projet. Bon, ça, c'est un beau projet. Et puis, avec Patrice Arnaudot, on a décidé de faire un pas de côté au niveau historique avec toi, Patrice. Et ce match de la montée en 85, il s'agit en fait d'un des moments charnières de l'histoire du gym, Patrice. Ouais, on est 8 ans après la finale de 78, et le gym vit vraiment ses vaches maigres. La jeunesse niçoise n'a rien à se mettre sous la dent, alors que les anciens avaient connu des titres en 50, une grosse équipe en 70. Et heureusement, en 85, on a cette montée qui va créer une conscience niçoise, qui va déboucher sur la création de la Brigade Sud, un an avant que Tapi arrive avec Marseille et tout le sud de la France devienne bleu et blanc. Pas évident, le stade est déserté en D2, même si on fait 2 belles saisons. Et puis la 3e saison, on joue la montée dans un groupe assez extraordinaire, puisque on va affronter, excusez du peu, Saint-Etienne, Lyon, Montpellier, Nîmes et Cannes. Ah ouais. Et il n'y a qu'une seule place, puisque c'est encore l'époque des 2 groupes. Et la saison précédente, c'était le vol du siècle avec le Racing et ce fameux match sous la pluie qui avait été annulé avec le Tonnerre, parce que Nice avait gagné à l'aller. Qui avait traumatisé tout le peuple niçois. Nice avait gagné à l'aller. Au retour, Nice mène 1-0. L'arbitre dit stop, on arrête. Et puis finalement, on perd 5-1. Et puis
Puis adieu la D1 comme on dit. Ouais, adieu Barak. Adieu Barak. Bon, pour revenir en 85, Nice a un bel effectif pour le coup. Ouais, Jean Séraphin a emmené une petite filière ch'ti avec Dominique Lefebvre, Pascal Françoise et le capitaine Michel Joly. Comme chaque année, on prend des anciennes gloires de Ligue 1 avec Gilbert Marguerite, le virevoltant attaquant un peu fantasque, Albert Gemrich et un artiste, Mustapha Daleb. Donc c'est quand même un beau recrutement. La mairie de Nice qui s'était mis un peu en recul met de l'argent. On a vendu Daniel Bravo, donc on a un peu de quoi faire. Et l'équipe a vraiment fière allure avec Dédé Amitrano, Super 5, Carlos Curbel, l'homme qui a appris à Platini à tirer les coups francs à Nancy, et Lou Brésilien, Fabrice Mej, l'espoir du club. Et surtout Jorge Dominguez, l'Argentin. Voilà, là c'est assez fou quoi. On a un international argentin qui joue à Boca Juniors et qui passe de la Bombonera au Stade du Ré. Il arrive sur le tarmac de l'aéroport, il dit si je marque pas 20 buts cette année, je m'appelle plus Dominguez. Là, mon grand-père, il me regarde, il me dit tu es persuadé qu'on est encore tombé sur un falabraque, ou alors que c'est un homonyme, et en fait, il va pas en marquer 20 mais 28. Un joueur qui pesait vraiment sur le jeu, qui repliait, qui avait un jeu de tête impressionnant, une espèce d'Edinson Cavani pour les plus jeunes. Et là, le speaker se régalait quand il y avait la composition des équipes. Il s'arrêtait de parler, il y avait un silence. Numéro 9, Jorge Dominguez. Et c'était la folie. Et donc c'était un homme aussi qui venait voir les tournois de jeunes, qui parlait avec nous, et qui une fois, quelques années plus tard, il est revenu à l'Olympique derrière le Stade du Ré, et il vendait les pambaniers avec le mec. Donc il s'était toujours juré de jamais refuser un autographe, ou très proche du. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus difficile avec certains joueurs. À Dominguez, il y avait ce côté humain aussi. Et Nice fait une super saison. On a ce barrage face aux Verts. Tous les supporters, tous les médias sont pour les Verts. Et finalement, on parvient à monter. Et c'est le principal, Patrice, face à Grenoble. Avec on a une fin de saison à suspense, et le dernier match se déroule à Grenoble. À l'époque, le club des supporters n'est pas organisé, et donc ça part en train, ça part en Renault 5, ça part en Mini Austin. Ils sont 2000 ou 3000 là-haut. Invasion du terrain avant le match, invasion du terrain après le match, et même si les télés françaises avaient préféré montrer Saint-Etienne, c'est Nice qui va monter et va faire surtout après une méga fête dans Nice, et 4 super saisons avec Bieco, le retour de Bravo, Djelmas et tutti quanti. Et c'est la naissance donc d'une mentalité ultra à Nice et de jeunes qui sont toujours aussi fous du gym maintenant. Ouais, une belle histoire que Patrice nous raconte. Vous retrouvez l'histoire de Patrice sur le podcast, en tout cas de 100% Glo. C'est sympa, messieurs, c'est cette histoire de Patrice. Me régale, moi, écoutez, Patrice, on doit parler de Nice, c'est parce qu'il a toujours, tu as le rythme et le timbre qu'il faut pour nous amener avec toi dans tes allocutions. Grammaci Patrice, Grammaci Entui et Issa Nice. Ciao, ciao. Ici, ICI, une radio, une appli au cœur des Alpes-Maritimes. Ici Azur. Ici Azur, il est 19h.